Imaginez une petite île tranquille, là. Un peu comme un village, mais en pleine ville. Dans le centre communautaire, on voit des enfants qui s'amusent. Mais si on regarde de plus près, c'est pas juste du jeu. Les plus grands sont en train de montrer aux plus petits comment faire certaines choses. C'est le projet Les Petits Mentors sur l'île des Sœurs. En lisant là-dessus dans des articles de wikiresidence.ca et infodrone.ca, je suis tombée sur ça et je me suis dit que c'était plus qu'une belle histoire de quartier. On dirait que c'est la partie visible de quelque chose de bien plus large à Montréal. Alors aujourd'hui, on va creuser ça. Ce modèle et ce que ça nous dit sur la ville. Et ce qui est frappant, d'entrée de jeu, c'est que ça change complètement la façon dont on perçoit ces lieux. Un centre communautaire, c'est plus juste un endroit pour prendre un cours de macramé, tu vois. Ça devient un carrefour, un lieu où des compétences se transmettent. Les sources parlent de pôle de transfert de compétences intergénérationnelles. C'est un peu chic comme expression. Oui, c'est ça, pour dire que les gens s'apprennent des choses, en gros. Mais avant même d'aller plus loin, il y a un chiffre. Un chiffre qui donne le vertige et qui met tout en perspective. C'est le retour sur investissement social. Le fameux SROI. Pour chaque dollar investi dans ce genre de programme, la communauté en retire l'équivalent de 23 dollars en bénéfices. Attends, 23 pour 1. C'est un chiffre incroyable. Ça me paraît presque trop beau pour être vrai. Comment on arrive à un calcul pareil? C'est pas un peu optimiste, mettons? Excellente question. Parce que ça peut sembler abstrait, c'est sûr. En fait, le calcul est complexe. Mais l'idée derrière est assez simple. On mesure les impacts positifs à long terme. Par exemple, un jeune qui est mieux intégré, qui a plus confiance en lui, il va avoir de meilleurs résultats à l'école, moins de problèmes de santé mentale, plus de chances de trouver un bon emploi et moins de risques d'avoir des démêlés avec la justice. D'accord. Chacun de ces éléments, ça représente un coût évité ou un gain pour la société. Quand on additionne tout ça, les économies en santé, en services sociaux, les impôts payés en plus, on arrive à ce ratio spectaculaire. C'est un investissement, pas une dépense. D'accord, vu comme ça, c'est beaucoup plus concret. On va garder ce chiffre en tête. Mais pour vraiment comprendre comment on génère ces 23 dollars, il faut revenir sur le terrain, au cœur du réacteur. Allons au centre communautaire Elgar, au 260 rue Elgar. Concrètement, qu'est-ce qui s'y passe? Les articles décrivent l'atelier Les Petits Mentors, qui a été lancé par une certaine Rosie Kirilova. L'idée, c'est que des jeunes encadrent des plus petits dans des activités très pratiques, comme des exercices de motricité ou la préparation de repas simples. Et c'est ça la clé du modèle. L'apprentissage se fait entre pairs. C'est pas un professeur qui donne un cours magistral, là, c'est un jeune qui montre à un autre. Le plus grand, il apprend la patience, il apprend à expliquer, à diriger. Et le plus petit apprend en imitant quelqu'un qui lui ressemble. C'est une transmission beaucoup plus naturelle, presque, horizontale. Les deux en sortent grandis. C'est vrai. J'aurais bien aimé avoir un petit mentor pour m'apprendre à faire autre chose que des toasts à cet âge-là. Mais il y a un autre détail dans les sources qui m'a vraiment accroché, c'est la dimension multiculturelle. On y lit que les chansons, les activités, ça se passe en bulgare, en portugais, en russe, en arabe, pas juste en français ou en anglais. C'est une véritable mosaïque. Qu'est-ce que ça nous apprend sur l'impact de ce projet, au-delà du simple apprentissage? Ce n'est pas un détail, ça. C'est au cœur de la stratégie, en fait. En intégrant les langues maternelles des familles qui viennent d'arriver, le centre Elko Gazégar fait bien plus que de l'animation. Il bâtit un pont. Un pont. Oui. Pour un parent qui maîtrise mal le français, voir son enfant chanter dans sa langue d'origine, c'est un signal d'accueil extrêmement puissant. Ça accélère l'intégration de toute la famille dans le quartier de manière spectaculaire. L'enfant se sent chez lui, les parents aussi. Un simple quartier se transforme en communauté. C'est fascinant. On ne parle plus seulement du développement de l'enfant, mais vraiment de la fabrication de liens sociaux à l'échelle d'un quartier entier. Et j'imagine que ça a des répercussions qu'on ne soupçonne pas au premier abord. Tout à fait. Et ces répercussions sont très concrètes. Les articles le soulignent bien. Ça aide à créer ce qu'on appelle des quartiers familles compatibles, ou family friendly comme on dit. Ah oui, Et un quartier où les familles se sentent bien, où il y a un tissu social serré, où les voisins se connaissent, c'est un quartier où la valeur immobilière est plus stable. Elle a même tendance à augmenter. On pense souvent que la valeur d'un quartier dépend des parcs, des commerces. oui, des infrastructures physiques. Exactement. Mais la qualité des interactions humaines a un impact économique direct. C'est contre-intuitif quand même. Le fait que des enfants chantent en portugais dans un sous-sol d'église peut, à terme, influencer le prix des condos aux alentours. On ne fait jamais ce lien-là. Donc, ce qui se passe à l'île des Sœurs, c'est puissant. Mais
Est-ce que c'est juste une belle expérience isolée, une anomalie, ou est-ce qu'on voit ça ailleurs? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Non, ce n'est pas du tout une anomalie. C'est plutôt un laboratoire qui a réussi et dont le modèle essaime. Les sources parlent d'une vingtaine d'initiatives majeures de ce type à travers Montréal. On parle d'un véritable réseau. D'un écosystème. Comme par exemple le Centre des jeunes L'Escale à Montréal-Nord. Le nom m'interpelle. Voilà. Et là, on change complètement de décor et de mission. On n'est plus sur une île résidentielle et paisible. À Montréal-Nord, les enjeux sont différents. La prévention du décrochage scolaire, le développement du leadership chez des jeunes qui font face à plus d'obstacles. Le mentorat y prend une couleur beaucoup plus axée sur la résilience, sur le fait de donner des outils pour surmonter les difficultés. Donc, le même principe, un jeune qui en aide un autre, mais adapté à une réalité de terrain totalement différente. Et on voit aussi Go Jeunesse dans les habitations Jeanne-Mance, en plein centre-ville. C'est encore un autre défi, ça. Exactement. Là, on est en milieu de logement social. L'objectif principal, c'est l'inclusion. Comment on s'assure que personne n'est laissé pour compte? Le mentorat devient un outil pour créer des liens dans un environnement très dense et très diversifié. Et il y a le joueur historique aussi. Oui, il ne faut pas oublier grand frère, grande sœur, qui fait ça depuis des décennies. La beauté du modèle, c'est sa flexibilité. Il peut servir à presque n'importe quel objectif social, du moment qu'on l'adapte à la communauté. Ok, donc on a un réseau d'organismes qui adaptent le modèle un peu partout. C'est convaincant, ça se répand, mais tout ça a un coût. Qui paye la facture pour faire fonctionner ce vaste réseau? Je me demande comment c'est financé. Est-ce que c'est la ville qui couvre tout? Non. Et c'est ce qui rend le modèle solide. Il ne dépend pas d'une seule source de financement. C'est un montage financier. C'est-à-dire? Un peu d'argent de la ville de Montréal, des subventions importantes du gouvernement du Québec et une part non négligeable de dons privés et de fondations. C'est une sorte de coalition d'acteurs qui reconnaissent que ça fonctionne. Et on voit les traces de cet engagement dans les budgets publics. On a des exemples concrets de ça? Oui, les chiffres dans les documents parlent d'eux-mêmes. On apprend que le budget provincial 2024-2025 a mis des sommes records sur la réussite éducative. C'est de l'argent qui irrigue directement ces programmes. Et plus localement? Plus localement, dans un arrondissement comme Rosemont, le budget alloué au programme Prévention Montréal, qui cible la jeunesse, c'est près de 900 000 $. Et à un autre niveau, on voit que Québec a ajouté 9 millions sur 3 ans pour soutenir l'entrepreneuriat jeunesse. Ce n'est pas du mentorat direct, mais ça vient de la même philosophie. Investir dans le potentiel des jeunes. Et c'est avec l'ensemble de ces investissements qu'on arrive à générer ce fameux retour de 23 pour 1 dont on parlait au tout début? C'est exactement ça. La boucle est bouclée. Quand on met en perspective ces centaines de milliers ou ces millions de dollars investis, et qu'on les compare aux 23 $ de bénéfices générés pour chaque dollar, on comprend que c'est l'un des investissements publics les plus rentables qui soit. C'est vrai. Chaque dollar investi est une graine qui produit 23 fois sa valeur pour la société. L'angle économique est super clair. C'est un placement, pas une dépense. Mais au-delà de l'argent, il y a l'impact sur les jeunes eux-mêmes. Et là-dessus, les chiffres sont, disons, percutants. On n'est plus dans la théorie. Non, on est dans l'humain. Et les chiffres peuvent raconter une histoire très, très humaine. Et quelle histoire! Tenez-vous bien, sur la santé mentale, un enjeu majeur s'il en est. 98% des jeunes impliqués rapportent avoir une meilleure confiance en leur capacité de décision. 98%. Waouh! Ce n'est même plus une statistique, c'est un plébiscite. Ça veut dire que ça marche pour presque tout le monde. C'est un chiffre qui donne des frissons, franchement. La confiance en soi, c'est le socle de tout le reste. Sans ça, rien ne se construit. Absolument. Ensuite, le volet social. 87% des participants disent développer un réseau de soutien solide en dehors de leur famille. Et enfin, le côté plus pragmatique, l'employabilité. Les jeunes qui ont eu un mentor ont 17% plus de chances d'avoir un emploi stable plus tard. C'est une cascade de chiffres positifs. Mais comment est-ce qu'ils s'articulent? Ce qui est fascinant, c'est qu'ils ne sont pas indépendants les uns des autres. Ils décrivent un parcours, un cercle vertueux. Tout part du 98%. Un jeune qui a confiance en lui, c'est un jeune qui ose. Il ose? Il ose parler, il ose aller vers les autres, il ose demander de l'aide ou en offrir. C'est cette confiance qui lui permet de bâtir des ponts et de créer des liens. Et ça, c'est le 87%, le développement du réseau. La confiance permet de construire le réseau. C'est logique. Et j'imagine que ce réseau est d'autant plus crucial pour des jeunes dont les parents, peut-être nouveaux arrivants, n'ont pas forcément le carnet d'adresses locales pour leur ouvrir des portes. C'est une excellente façon de le voir. Ce réseau devient un capital social inestimable.
Et c'est ce capital qui, à son tour, devient un tremplin. C'est grâce à ce réseau qu'on entend parler d'un stage, qu'on reçoit un conseil pour une entrevue, qu'on trouve un premier emploi. Ah, d'accord. Et ça nous amène directement à la troisième statistique. Les 17% de chances en plus d'avoir un emploi stable. La confiance mène au réseau, qui mène à l'emploi. C'est une chaîne de causalité limpide. Donc on ne leur apprend pas à coder ou à remplir un CV. On leur donne quelque chose de bien plus fondamental. Exactement. La confiance en soi est l'art de tisser des liens. C'est une compétence bien plus durable. Un langage de programmation peut devenir obsolète en 5 ans. La confiance en soi et la capacité à connecter avec les autres, c'est un atout pour toute une vie. C'est pour ça que la conclusion des sources est si forte. En faisant ça, on ne fait pas que préparer de futurs travailleurs pour l'économie de demain, on construit des citoyens plus solides, plus connectés et donc un tissu social plus résilient. Quand on met tout ça ensemble, l'image est assez impressionnante. On est parti d'une poignée d'enfants sur l'île des Sœurs et on arrive à une véritable stratégie de développement social et économique pour toute la ville, soutenue par des millions de dollars. On a vu les deux énormes bénéfices. D'un côté, un retour sur investissement économique qui défie l'imagination, et de l'autre, un impact humain, mesurable et profond sur la confiance, le réseau et l'avenir des jeunes. Finalement, ces centres communautaires sont bien plus que des murs. Ils sont des moteurs à double fonction. Ils augmentent la valeur des quartiers et surtout la valeur humaine de ceux qui les habitent. C'est la synthèse parfaite. Ces programmes préparent ce que les articles appellent une relève résiliente. Mais ça nous laisse avec une dernière question, une pensée pour la route. Si on prend un peu de recul sur tout ça, ce qu'on décrit, c'est un système où, dès leur plus jeune âge, des milliers de jeunes s'habituent à deux rôles fondamentaux. Guider et être guidés. Enseigner et apprendre. Oui. Et ils le font au cœur de leur communauté, en dehors des cadres plus rigides de l'école ou de la famille. Alors, la question qu'on peut se poser est la suivante. Si le mentorat entre pairs devient non plus une exception, mais la norme pour toute une génération, quel pourrait être l'impact à très long terme ? Sur la participation civique, sur l'engagement dans la vie de quartier, et finalement sur la nature même de ce qui nous lie les uns aux autres dans la ville de demain.